Somnifère, le podcast. Qui n'a jamais été ridicule ne sait point rire, écrit le philosophe Alain. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 27 avril et Somnifère vous emmène ce soir dans un château de Picardie où un homme nous raconte avec humour deux anecdotes. La dernière plaisanterie dont il a été victime et la première qu'il ait jamais faite. C'est une nouvelle légère et amusante de Maupassant intitulée « La farce ou les mémoires d'un farceur ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Lorsqu'on est inquiet, anxieux ou préoccupé, nos pensées prennent souvent tout l'espace. Toute notre énergie est dirigée vers le sujet de nos préoccupations et cela nous empêche de trouver la détente. Il y a un moyen efficace pour faire cesser les pensées parasites, c'est de forcer notre esprit à porter son attention sur autre chose. Notre séance de relaxation ce soir est un exercice de respiration simple mais efficace pour trouver le calme et faire le vide. C'est d'ailleurs un exercice que vous pouvez reproduire à n'importe quel moment. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à fermer vos yeux et à adopter une position confortable. Prenez d'abord un instant pour vous détendre complètement et relâcher les tensions. Portez votre attention sur votre corps et tâchez de détendre tous vos muscles. À présent, portez votre attention sur votre respiration. Inspirez et expirez lentement, profondément. Lorsque vous êtes prêt, on va commencer à compter chacune de nos inspirations jusqu'à 10. Si vous perdez le fil, repartez simplement depuis le début. Si vous finissez un cycle, entamez-en simplement un nouveau. On commence avec la première inspiration. 1. Et on expire. 2. 3. Poursuivez par vous-même en continuant de compter et en portant dans le même temps votre attention sur votre respiration. Si des pensées vous viennent, laissez-les simplement passer. Continuez de respirer et de compter calmement.
autoriser la détente à s'installer. Vous pouvez à présent arrêter de compter et simplement observer comme vous vous sentez. Comme il est agréable de ralentir le flux de nos pensées et de simplement se laisser bercer au rythme de notre respiration. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Nous vivons dans un siècle où les farceurs ont des allures de croque-mort et se nomment politiciens. On ne fait plus chez nous la vraie farce, la bonne farce, la farce joyeuse, saine et simple de nos pères. Et pourtant, quoi de plus amusant et de plus drôle que la farce? Quoi de plus amusant que de mystifier des âmes crédules, que de bafouer des niais, de duper les plus malins, de faire tomber les plus retors en des pièges inoffensifs et comiques? Quoi de plus délicieux que de se moquer des gens avec talent, de les forcer à rire eux-mêmes de leur naïveté, ou bien quand ils se fâchent, de se venger par une nouvelle farce? Oh, j'en ai fait des farces dans mon existence. Et on m'en a fait aussi, morbleu, et de bien bonnes. Oui, j'en ai fait de désopilantes et de terribles. Une de mes victimes est morte des suites. Ce ne fut une perte pour personne. Je dirai cela un jour, mais j'aurais grand mal à le faire avec retenue, car ma farce n'était pas convenable, mais pas du tout. Elle eut lieu dans un petit village des environs de Paris. Tous les témoins pleurent encore de rire à ce souvenir, bien que le mystifié en soit mort, paix à son âme. J'en veux aujourd'hui raconter deux, la dernière que j'ai subie et la première que j'ai infligée. Commençons par la dernière, car je la trouve moins amusante, vu que j'en fus victime. J'allais chasser à l'automne chez des amis en un château de Picardie. Mes amis étaient des farceurs, bien entendu. Je ne veux pas connaître d'autres gens. Quand j'arrivai, on me fit une réception princière qui me mit en défiance. On tira des coups de fusil, on m'embrassa, on me cajola comme si on attendait de moi de grands plaisirs. Je me dis « Attention, vieux furet, on prépare quelque chose. » Pendant le dîner, la gaieté fut excessive, trop grande. Je pensais « Voilà des gens qui s'amusent double et sans raison apparente. Il faut qu'ils aient dans l'esprit l'attente de quelques bons tours. C'est à moi qu'on le destine, assurément. Attention. » Pendant toute la soirée, on rit avec exagération. Je sentais dans l'air une farce, comme le chien sent le gibier. Mais quoi? J'étais en éveil, en inquiétude. Je laissais passer ni un mot, ni une intention, ni un geste. Tout me semblait suspect, jusqu'à la figure des domestiques. L'heure de se coucher sonna, et voilà qu'on se mit à me reconduire à ma chambre en procession. Pourquoi? On me cria bonsoir. J'entrai,
Je fermai ma porte et je demeurai debout sans faire un pas, ma bougie à la main. J'entendais rire et chuchoter dans le corridor. On m'épiait, sans doute. Et j'inspectais de l'œil les murs, les meubles, le plafond, les tentures, le parquet. Je n'aperçus rien de suspect. J'entendis marcher derrière ma porte. On venait assurément regarder à la serrure. Une idée me vint. Ma lumière va peut-être s'éteindre tout à coup et me laisser dans l'obscurité. Alors, j'allumai toutes les bougies de la cheminée. Puis je regardai encore autour de moi sans rien découvrir. J'avançai à petits pas, faisant le tour de l'appartement. Rien. J'inspectais tous les objets l'un après l'autre. Rien. Je m'approchai de la fenêtre. Les auvents, de gros auvents en bois plein, étaient demeurés ouverts. Je les fermai avec soin, puis je tirai les rideaux, d'énormes rideaux de velours, et je plaçai une chaise devant afin de n'avoir rien à craindre du dehors. Alors je m'assis avec précaution. Le fauteuil était solide. Je n'osais pas me coucher. Cependant, le temps marchait, et je finis par reconnaître que j'étais ridicule. Si on m'espionnait, comme je le supposais, on devait, en attendant le succès de la mystification préparée, rire énormément de ma terreur. Je résolus donc de me coucher. Mais le lit m'était particulièrement suspect. Je tirai sur les rideaux, ils semblaient tenir. Là était le danger pourtant. J'allais peut-être recevoir une douche glacée du ciel de lit, ou bien à peine étendu m'enfoncer sous terre avec mon sommier. Je cherchais en ma mémoire tous les souvenirs de farces accomplies, mais je ne voulais pas être pris. Alors je m'avisai soudain d'une précaution que je jugeais souveraine. Je saisis délicatement le bord du matelas et je le tirai vers moi avec douceur. Il vint, suivi du drap et des couvertures. Je traînai tous ces objets au beau milieu de la chambre, en face de la porte d'entrée. Je refila mon lit, le mieux que je pus, loin de la couche suspecte et de l'alcôve inquiétante. Puis j'éteignis toutes les lumières, et je revins à tâtons me glisser dans mes draps. Je demeurai au moins encore 1 heure éveillée, tressaillante au moindre bruit. Tout semblait calme dans le château. Je m'endormis. J'ai dû dormir longtemps et d'un profond sommeil. Mais soudain je fus réveillé en sursaut par la chute d'un corps pesant abattu sur le mien, et en même temps je reçus sur la figure, sur le cou, sur la poitrine, un liquide brûlant qui me fit pousser un hurlement de douleur, et un bruit épouvantable, comme si un buffet chargé de vaisselle se fût écroulé, m'entra dans les oreilles. J'étouffai sous la masse tombée sur moi et qui ne remuait plus. Je tendis les mains, cherchant à reconnaître la nature de cet objet. Je rencontrai une figure, un nez, des favoris. Alors, de toute ma force, je lançai un coup de poing dans ce visage. Mais je reçus immédiatement une grêle de gifles qui me firent sortir d'un bond de mes draps trempés et me sauver en chemise dans le corridor dont j'apercevais la porte ouverte. Stupeur, il faisait grand jour. On accourut au bruit et on trouva étendu sur mon lit le valet de chambre, éperdu, qui m'apportant le thé du matin avait rencontré sur sa route ma couche improvisée et m'était tombé sur le ventre en me versant bien malgré lui mon déjeuner sur la figure. Les précautions prises de bien fermer les auvents et de me coucher au milieu de ma chambre m'avaient seul fait la farce redoutée. On a ri ce jour-là. L'autre farce que je veux dire date de ma première jeunesse. J'avais 15 ans et je venais passer chaque vacances chez mes parents, toujours dans un château, toujours en Picardie. Nous avions souvent en visite une vieille dame d'Amiens, insupportable, prêcheuse, hargneuse, grondeuse, mauvaise et vindicative. Elle m'avait prise en haine, je ne sais pourquoi, et elle ne cessait de rapporter contre moi
tournant en mal mes moindres paroles et mes moindres actions. Oh, la vieille chipée! Elle s'appelait Madame Dufour, portait une perruque du plus beau noir, bien qu'elle fût âgée d'au moins 60 ans, et posait là-dessus des petits bonnets ridicules à rubans roses. On la respectait parce qu'elle était riche. Moi, je la détestais du fond du cœur, et je résolus de me venger de ses mauvais procédés. Je venais de terminer ma classe de seconde, et j'avais été frappé particulièrement dans le cours de chimie par les propriétés d'un corps qui s'appelle le phosphure de calcium, et qui, jeté dans l'eau, s'enflamme, détonne et dégage des couronnes de vapeur blanche d'une odeur infecte. J'avais chipé pour m'amuser pendant les vacances quelques poignées de cette matière assez semblable à l'œil à ce qu'on nomme communément du cristaux. J'avais un cousin du même âge que moi. Je lui communiquai mon projet. Il fut effrayé de mon audace. Donc un soir, pendant que toute la famille se tenait encore au salon, je pénétrai furtivement dans la chambre de Madame Dufour et je m'emparai, pardon mesdames, d'un récipient de forme ronde qu'on cache ordinairement non loin de la tête du lit. Je m'assurai qu'il était parfaitement sec et je déposai dans le fond une grosse poignée de phosphure de calcium. Puis j'allai me cacher dans le grenier, attendant l'heure. Bientôt, un bruit de voix et de pas m'annonça qu'on montait dans les appartements. Puis le silence se fit. Alors, je descendis nu-pieds retenant mon souffle et j'allai placer mon œil à la serrure de mon ennemi. Elle rangeait avec soin ses petites affaires. Puis elle ôta peu à peu ses hardes, endossa un grand peignoir blanc qui semblait coller sur ses os. Elle prit un verre, l'emplit d'eau, et enfonçant une main dans sa bouche comme si elle eût voulu s'arracher la langue, elle en fit sortir quelque chose de rose et de blanc, qu'elle déposa aussitôt dans l'eau. J'eus peur comme si je venais d'assister à quelque mystère honteux et terrible. Ce n'était que son râtelier. Puis elle enleva sa perruque brune et apparut avec un petit crâne poudré de quelques cheveux blancs, si comique que je faillis cette fois éclater de rire derrière la porte. Puis elle fit sa prière, se releva, s'approcha de mon instrument de vengeance, le déposa par terre au milieu de la chambre et, se baissant, le recouvrit entièrement de son peignoir. J'attendais le cœur palpitant. Elle était tranquille, contente, heureuse. J'attendais, heureux aussi, moi, comme on l'est quand on se venge. J'entendis d'abord un très léger bruit, un clapotement, puis aussitôt une série de détonations sourdes comme une fusillade lointaine. Il se passa en une seconde, sur le visage de Madame Dufour, quelque chose d'affreux et de surprenant. Ses yeux s'ouvrirent, se fermèrent, se rouvrirent, puis elle se leva tout à coup avec une souplesse dont je ne l'aurais pas cru capable, et elle regarda. L'objet blanc crépitait, détonnait, plein de flammes rapides et flottantes, comme le feu grégeois des anciens. Et une fumée épaisse s'en élevait, montant vers le plafond, une fumée mystérieuse, effrayante comme un sortilège. Que dut-elle penser, la pauvre femme? Crut-elle à une ruse du diable, à une maladie épouvantable? Crut-elle que ce feu sorti d'elle allait lui ronger les entrailles, jaillir comme d'une gueule de volcan ou la faire éclater comme un canon trop chargé? Elle demeurait debout, folle d'épouvante, le regard tendu sur le phénomène. Puis tout à coup, elle poussa un cri comme je n'en ai jamais entendu et s'abattit sur le dos. Je me sauvai et je m'enfonçai dans mon lit et je fermai les yeux avec une force comme pour me prouver à moi-même que je n'avais rien fait, rien vu, que je n'avais pas quitté ma chambre. Je me disais, elle est morte, je l'ai tuée. Et j'écoutais anxieusement les rumeurs de la maison. On allait, on venait, on parlait, puis j'entendis qu'on riait. Puis je reçus une pluie de calottes envoyée par la main paternelle. Le lendemain, Madame Dufour était fort pâle. Elle buvait de l'eau à tout moment. Peut-être, malgré les assurances du médecin,
essayait-elle d'éteindre l'incendie qu'elle croyait enfermé dans son flanc. Depuis ce jour, quand on parle devant elle de maladie, elle pousse un profond soupir et murmure : « Oh madame, si vous saviez, il y a des maladies si singulières. » Elle n'en dit jamais davantage. Bonne nuit. Bonne nuit.